Bienvenue sur Hurrats, l'émission féministe hebdomadaire de M24. Une émission où l'on parle de la condition des femmes au Maroc, d'égalité avec les hommes, d'émancipation et de liberté. Cette émission s'intéresse aussi à la créativité, à la recherche, à l'innovation, qui sont les ingrédients nécessaires d'une vraie modernité qui, rappelons-le, est une tradition qui évolue. Aujourd'hui, nous allons parler d'innovation, de recherche scientifique plus précisément, et de leur rôle indispensable dans le développement d'un pays, sa modernisation et donc dans l'évolution des mentalités et la transmission de valeurs comme l'égalité et le respect entre les genres. Je reçois pour en parler Raja Cherkaoui, chercheuse et docteur en physique nucléaire. Raja Cherkaoui, bonsoir et bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de Hurrats. Merci Madame Zahimi, au contraire, je suis très contente et je vous remercie sincèrement de vous intéresser à la femme en sciences. Très important. En tout cas, vous êtes une grande chercheuse marocaine spécialisée en physique nucléaire avec une contribution majeure dans l'une des plus grandes découvertes de l'histoire de la physique, alors la preuve de l'existence du boson de Higgs. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet pour les néophytes comme moi et comme nos téléspectateurs? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors, l'homme a toujours essayé de comprendre l'histoire de l'univers. Et c'est grâce à ça qu'on a toutes les découvertes, les caméras, notre téléphone, tout ça, c'est grâce à la curiosité de l'homme. Et donc, pour comprendre l'histoire de notre univers, il y a deux manières. Donc, l'univers, c'est 13,7 milliards d'années. Je parle de l'univers entièrement, je ne parle pas que de notre Terre ou de notre galaxie. Et donc, on essaie ou de regarder par des télescopes, voir l'histoire, ou bien créer les conditions qui se sont faites juste après le Big Bang. C'est une théorie, le Big Bang, qui a l'air de marcher. Donc, il y a eu une explosion, il y a eu le création de l'univers. Et pour comprendre tout ça, il y a des théoriciens qui proposent des modèles. C'est des modèles mathématiques physiques. Et un modèle, on ne peut dire qu'il est bon que si on le trouve expérimentalement. D'accord, ça veut dire qu'il y a une application, quelque chose... On crée une expérience qui va nous dire quel est le modèle qui est bon. Il y en a plusieurs. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait un grand accélérateur à Genève où tous les physiciens se sont impliqués. Le Maroc est membre officiel de cette collaboration internationale. Et donc, on essaie de créer qu'est-ce qui s'est passé juste 1 milliardième de seconde après le Big Bang. D'accord. Et donc, il y a plusieurs modèles, et c'est avéré qu'un modèle qui est proposé en 1964 est le bon, et qui prévoyait ce boson, cette particule, c'est une particule, ce boson de Higgs, parce qu'il y a 3 physiciens, le premier qui en a parlé, il s'appelait Higgs. D'accord, il a repris son nom. Voilà. Alors, c'est simple, il faut, quand il y a eu le Big Bang, au départ, les gens disent qu'il y a le vide. Et en fait, Higgs dit qu'il y a un champ. Et ce champ, les particules qui vont interagir avec ce champ vont avoir une grande masse. Ceux qui interagissent peu, une petite masse. Ceux qui n'interagissent pas du tout seront d'une masse nulle, comme le photon. Et ça se passe par un mécanisme qui utilise un boson de Higgs. D'accord. Et donc, on l'a découvert en 2012. Alors, l'expérience a commencé dans les années 90. Le Maroc a rejoint en 96. Et donc, pourquoi le Maroc ? Parce que c'est une expérience qui est énorme, autour de 40 mètres de longueur, 25 cm de haut. Il y a 3000 physiciens, dont 1000 et quelques étudiants, pour essayer de trouver, de voir quel modèle. Vous voyez un peu ? Alors, 1964-2012, vous voyez combien d'années il a fallu pour dire que c'est ce modèle qui est bon. Et c'est extraordinaire parce que, comment on est formés tous, notre univers ? On est tous à partir de particules élémentaires. Élémentaires, ça veut dire qu'elles n'ont pas de sous-structure. Donc il y a les quarks, les gluons, il y a tout un modèle. Et dans ce modèle, il a ajouté le Higgs en 1964. Alors Raja, moi, je voudrais qu'on revienne en fait un petit peu sur votre parcours qui est exceptionnel. Racontez-moi un petit peu quel a été le déclic. Pourquoi cet amour justement pour les sciences et la physique en particulier? Comment ça s'est passé? Alors, en fait, dans ma famille, on est 6. Il y a 2 garçons et après 4 filles.
Donc, mon père était bloqué sur les 2 garçons, bien sûr. Bien Il sûr. fallait qu'ils aillent loin, il fallait le prof qui venait. Bon, les filles, il fallait les préparer au mariage. Après, ça a changé. Mon père était catégorique après, attention. Au début, c'était... C'était comme ça. Et moi, j'étais très curieuse. Il y a eu... le premier déclic, c'était... J'étais toute petite, les premières marches de Neil Armstrong sur la Lune. Donc, il n'y avait pas la télé chez tout le monde. On a un grand salon. Ma mère a mis des chaises. Tous les voisins sont venus. Et donc, les commentaires. Et moi, j'étais curieuse. Je suivais tout. Donc, déjà, ma curiosité a un peu... Mes parents ont vu cette curiosité. Et puis, j'ai reçu aussi, dans mon anniversaire, un livre de Marie Curie. D'accord. Que je lis plusieurs fois. Et je me disais, une femme peut faire tant de ça. Pour moi... Il y avait une tante qu'on a arrêtée au brevet. On a dit, ça y est, elle a fait assez d'études, maintenant il faut la marier. Donc pour moi, on arrive au brevet, il faut qu'on s'arrête. Donc vous voyez un peu le... C'était le contexte de l'époque. Exactement. Et après, au lycée, au collège, j'ai vite vu que j'avais des capacités en mathématiques qui dépassaient les autres. Bon, je ne m'en rendais pas compte, c'est les profs. Quand on a une capacité, on ne s'en rend pas compte. Il ne faut pas croire. Ah bon? Non, c'est naturel. C'est naturel. Voilà. On ne voit pas quelle est la difficulté. Et après, c'est les profs. J'ai eu des enseignants exceptionnels. Et c'est pour ça que j'ai eu une professeure de physique, Madame Azema. Vous voyez, je n'ai pas oublié le nom. Ça vous a marqué? Et un prof de maths, Monsieur Sceaux, ça aussi, je n'ai pas oublié, qui était extraordinaire, qui aiguisait notre curiosité. Et c'est pour ça que je dis, le métier d'enseignant, c'est un métier, on doit l'aimer. On ne doit pas le faire pour faire un travail. Parce qu'on joue sur le futur d'un jeune. Tout à et fait. c'est nous qui le guidons. Et c'est pour ça que je les remercie. Et par la suite, j'ai été à l'étranger, la même chose. Et comment vous avez fait, alors justement, pour aller à l'étranger avec un père quand même qui, à l'époque, était assez, on va dire, conservateur sur la question? Je suis de la ville salée, tout était chouma. Alors, oui. Alors, quand j'ai dit que je voulais partir à l'étranger, mon père m'a dit, tes frères, qui sont les aînés, ne sont pas partis, donc ne rêve même pas. Ma mère n'était pas contre. Elle avait confiance totale en moi. Dans tous les cas, toutes les mères au Maroc suivent leurs filles. Ils veulent que leur fille arrive, ils veulent que leur fille fasse des études. Et qu'elle ne fasse pas les mêmes erreurs non plus aussi, être autonome. Pas du tout, ce n'était pas des erreurs, c'était la culture, c'était le milieu socio-culturel. C'était comme ça, il n'y avait pas d'erreur. Ma mère a été instruite par un oncle qui venait, Hadji, elle est d'une famille instruite, Hadji, qui venait à la maison faire des cours aux jeunes. Et maman s'est mariée jeune, venait avec son bébé. Pour et apprendre. sa tante lui disait, mais toi, ça y est, tu t'es mariée. Elle lui dit, non, pourquoi elles vont apprendre et pas moi. Vous voyez un peu, Oui. c'était socio-culturel. Et donc, ma mère a eu l'idée d'envoyer des gens de la famille qui ont influencé mon père et qui m'a laissé de partir, bien sûr, en partant avec moi, en appelant les consuls, les ambassadeurs, comme si j'allais... Alerte internationale. J'allais en planète Mars, c'est exactement ça. D'accord. Et donc là, vous avez pris votre envol. Oui, et là, j'ai eu aussi des profs exceptionnels. Alors, bien sûr, c'est très dur. Alors, c'est très dur. Pourquoi? Parce qu'on est très chouchoutés dans nos familles marocaines, toujours, dans tous les milieux. La famille est très importante. On arrive là-bas, on doit tout faire nous-mêmes. Au bout de 6 mois... C'est la double difficulté, quoi. Voilà, beaucoup de difficultés. Surtout, moi, je venais d'une famille quand même assez aisée. On ne faisait rien. Mon père nous disait, il faut qu'elles apprennent. Les dadas nous disaient, allez travailler. Nous, on s'occupe de ça. Vous voyez un peu. Et après 6 mois, mon père est venu en France. Il a vu ce que je faisais, je me débrouillais. Il a dit, toutes les femmes marocaines doivent sortir et apprendre et être comme un homme. Vous voyez un peu comment mon père, en 6 mois, a changé. Il a eu la preuve que c'était possible pour une femme. Exactement. Et donc, finalement, il a eu l'intelligence de reconnaître de changer d'avis, finalement. Il a changé d'avis. Et ma sœur qui venait après moi n'avait aucune envie d'aller à l'étranger. Il lui a imposé, tu vas avec ta sœur, moi je veux des femmes qui sont plus que des hommes. Vous voyez un peu l'expression. Alors Raja, vous avez eu une reconnaissance internationale, vous avez été élu membre de l'Académie africaine en 2015, vous avez reçu de nombreuses distinctions, dont le prix UNESCO, le prix L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science, et vous avez été désigné dans le top 50 des plus grands scientifiques au monde en 2021. Puis, vous avez eu une reconnaissance nationale, vous avez été nommé membre résident permanent à l'Académie Hassan II des sciences et technologies du Maroc.
et membre actif de l'Académie africaine des sciences. Qu'est-ce que cela a représenté pour vous, comment avez-vous vécu cette reconnaissance? Pour vous, c'était naturel de faire ce que vous faisiez, mais à un moment donné, quand on a cette reconnaissance, comment on la vit? Alors, d'abord, il faut savoir que les chercheurs travaillent toujours dans l'ombre. Oui. Et au Maroc, à ce moment-là, il y avait, on voulait remplacer tous les coopérants, donc avoir le maximum d'enseignants. Donc la recherche était encore, ce qui n'est plus le cas, bien sûr maintenant. Et donc il travaille dans l'ombre. Et il n'a pas le temps de communiquer ce qu'il fait. Et donc une reconnaissance, ça ouvre un peu les horizons. Et quand j'ai été en France pour prendre mon prix à Paris, d'abord je descends à l'aéroport. Tous les gens m'envoyaient des photos, je ne comprenais pas. Je descends, ma photo énorme dans l'aéroport. Vous voyez, à l'aéroport, je vois ma photo. À Paris, ma photo dans plusieurs rues et avenues de Paris, sur plusieurs ponts. Et là, c'est seulement là que je me rends compte que j'ai eu quelque chose d'important. Vous êtes devenu célèbre, quoi. Voilà. Un scientifique, on n'a pas l'habitude d'avoir ça. Ouais. Et des gens qui prennent des photos avec vous. Et puis la fête qui a eu lieu aussi. Et c'est là où j'ai compris que c'était un prix non seulement pour moi, mais pour mon pays aussi. Le Maroc et la France étaient heureuses d'avoir une Marocaine. Et là aussi, la surprise, je pensais qu'il y avait d'autres Marocaines. J'étais la seule. Et la façon dont ça s'est fait, c'était grandiose. Et j'ai compris que j'avais maintenant une tâche, un rôle modèle. Ce n'était plus une scientifique, j'avais des choses à prendre. Vous avez un devoir, des obligations Voilà. De donner l'exemple, de continuer en fait. Donc c'est une pression quand même, non? C'est une pression, mais je pense qu'elle est nécessaire. Elle est nécessaire dans notre pays. Il faut des rôles modèles dans notre pays, dans tous les domaines, pour que les jeunes puissent suivre. S'identifier aussi. Voilà, s'identifient. Alors justement, parlons de la recherche. Comment elle se porte au Maroc? Est-ce que les budgets sont suffisants? Est-ce qu'il y a beaucoup de scientifiques? Comment se porte ce secteur-là qui est très important et quelles sont les difficultés auxquelles se confrontent les chercheurs au Maroc, au-delà de l'aspect financier? Alors, au départ, il faut bien signaler que la première évolution qui a été, c'est les créations d'universités sur tout le territoire marocain. Ça, c'est très important, ce n'est pas le cas de plusieurs pays. Donc, les universités un peu partout. Au départ, on ciblait l'enseignement. Après, c'est la recherche, bien sûr. Et là, ce qui est important, c'est qu'on parle toujours de problèmes financiers. Non, on peut trouver l'argent. L'argent existe. Donc l'argent existe. Alors, il y a eu d'abord ces universités sur le royaume. Dernièrement, pendant longtemps, on a travaillé sans rien, ça il faut le signaler. Le PIB reste toujours, pour l'enseignement supérieur, 0,8%. Il n'évolue pas. Maintenant, ça commence à bouger. Après, il y a eu des appels d'offres, ce qui est tout à fait nouveau ces dernières années. Des appels d'offres de projets faits par les ministères, par l'Académie. La première qui a commencé, c'est l'Académie Hassan II. Et puis, les ministères, notre ministère bien sûr, par le biais du Centre national de la recherche scientifique, pour la recherche scientifique et technique, qui est une agence de moyens. Et puis, il y a eu l'OCP, il y a eu IRESEN. Vous voyez comment ces appels d'offres ont dynamisé, bousculer un petit peu les habitudes. Et surtout que les anciens profs n'étaient pas habitués à répondre à des appels à projets. Et c'est là où la jeunesse est importante. Donc, il faut renouveler encore. Oui. Là, on va avoir un nombre de retraités très important. Il faut vite renouveler. Il faut plus de postes. Il faut les encadrer. Et comment, alors justement, comment intéresser cette jeunesse et les femmes en particulier? Parce qu'aujourd'hui, on sait que les femmes sont nombreuses. Elles réussissent très bien sur les bancs de l'école. Arrivées à la fac également, elles ont même de meilleurs résultats parfois que les étudiants. Mais comment ça se fait qu'après, elles disparaissent, on ne les retrouve plus dans les postes de décision, dans des postes comme le vôtre? Combien sont-elles à peu près? Moi, j'ai entendu dire qu'il y a à peu près 30% non, de femmes. Oui, il y a un chercheur femme dans le monde et même au Maroc. Pour trois postes, il y a un chercheur. Donc, vous voyez, c'est 30% à peu près. Alors, il y a beaucoup de choses. D'abord, la différence entre un homme et une femme. Et ça, je l'ai vu dans ma carrière. Je l'ai vu devant moi. Une femme, quand elle va avoir un appel à un poste de responsabilité, elle va mettre la liste des qualités qu'il faut avoir. Si elle n'a pas un seul, elle va hésiter. Elle s'auto-censure. Un homme,
J'ai vu des responsables se lancer, ils ne savaient même pas ce qu'il y avait dans ce poste. Ils ont dit, je vais apprendre sur le tas. C'est la confiance. C'est comme ça. L'excès de confiance. Ah oui. C'est parce que c'est historique, c'est historique. Et donc la femme, pourquoi? Parce que d'abord, elle va être jugée sévèrement. Un homme, on ne va pas être jugé aussi sévèrement qu'une femme. Donc ça, c'est très important à signaler, à souligner, pardon. Et donc, elle va s'auto-censurer. Et maintenant, on a, comme vous avez dit, quand on regarde les écoles d'ingénieurs, les facs, les premières sont des femmes. C'est clair maintenant. Les jeunes femmes sont... Alors pourquoi? Il y a les mamans qui veulent absolument que leur fille soit indépendante, qu'elle fasse des études, qu'elle soit importante, qu'elle soit indépendante. Mais on leur inculpe aussi qu'il faut qu'elle crée une famille, ce qui est important. C'est ça la vie. Elle doit se marier et faire des enfants. Et donc, elle, dans son subconscient, elle a eu son diplôme, elle a travaillé, elle a fait une famille, maintenant on s'arrête. Et en plus, elle s'autocensure. Alors, il faut... Donc c'est un petit peu de leur faute? Oui, parce que, attention, les hommes entre eux, ils n'ont pas tout gratuitement, ils se battent. Donc les femmes doivent se battre aussi. Elles doivent être courageuses et se battre. Elles ne doivent pas dire « Ah, moi je suis une femme ». Non, les enfants, elle va avoir des enfants, ils vont grandir, ils vont partir et elle va rester frustrée, surtout si elle est brillante. Elle va être frustrée. Donc il faut absolument qu'elle réagisse dès le départ. Il y a autre chose qui est important. Ces femmes excellentes, il faut leur donner des formations de leadership. Il faut les accompagner. Quand tu es une femme brillante, il faut les accompagner, il faut faire des formations. Il y a plusieurs organismes qui le font pour les femmes en Afrique, pas seulement au Maroc. Et ça, je trouve ça exceptionnel. Parce qu'elle va apprendre le leadership et elle va avoir plus confiance en elle. Oui, donc ça c'est important. Et comment vous l'avez vécu justement? Vous êtes une grande chercheuse, vous avez eu des prix de renommée, mais vous êtes aussi une maman, vous avez des enfants. Quel est le secret de votre réussite, quelque part? Alors, il y a le premier secret, c'est se marier avec un homme intelligent. Oui. Si votre mari n'est pas intelligent, vous n'aurez rien. C'est clair. Il ne faut pas chercher l'argent, il faut chercher un homme qui vous aime et qui va comprendre. Bon, moi, je me suis mariée jeune, donc tout est parti normalement. Donc, c'est notre vie. J'ai l'habitude, je lui dis toujours, si ton travail te propose quelque chose, ne leur dis pas, je vais voir ma femme. Si tu es épanouie, vas-y. La même chose de mon côté. Donc, il y a un mariage, mais il faut une certaine liberté. Il ne faut pas être... Et une participation aussi au foyer, aux tâches. Oui. Alors, ça aussi, c'est important. On a un avantage au Maroc qui est exceptionnel. C'est la famille. Et on l'a toujours. Et la famille est là pour aider. C'est une chance. Moi, exactement. Moi, je travaillais dans une collaboration à l'international, je voyageais beaucoup. Je savais qu'il y avait maman, je laissais une nounou pour garder les enfants. Je ne chargeais pas mon mari trop. Et mes sœurs et frères étaient là s'il fallait amener au pédiatre. Donc, vous voyez, la solidarité familiale et qu'il ne faut pas lâcher. J'ai eu une doctorante qui s'est mariée, donc qui fait sa thèse avec moi et qui m'a dit « Ah, moi, je veux mon indépendance. » Moi, je dis « Attention. » Il y a les revers. N'oublie pas que ta famille ou ta belle famille seront là pour t'aider si tu veux évoluer. Oui, mais aujourd'hui, on parle de nucléarisation de la famille, c'est-à-dire que il faut pas. Il y a plus cette belle maman, cette maman qui peut aider, puisqu'elle-même elle est active. Vous-même, vous êtes une maman, vous êtes une grand-maman. Vous avez deux petits-fils. Donc, est-ce que vous avez le temps justement de vous occuper des petits-enfants pour permettre à votre belle-fille ou à votre fille de pouvoir s'épanouir professionnellement? Je fais tout ce qu'il faut. C'est vrai. Par exemple, il m'est arrivé d'avoir que ma fille, les enfants soient malades, qu'elles soient prises. Je pousse mes filles, je pousse mes filles à aller le plus loin possible. Elles ont toutes les deux des postes de responsabilité. Quand elles hésitent, je suis là, je les encourage. Et quand elles m'amènent, même quand ils étaient bébés, parfois, je me réveillais toute la nuit avec le bébé et le matin, je travaillais. Et j'étais fatiguée, mais je ne montrais rien. Parce que pour moi, le but, c'est que ma fille aille à l'avant. Oui, et compter sur vous. Voilà. Et quand ils sont en vacances et qu'elles travaillent, elles me les amènent. Et ils se sont habitués. Mamie est là avec son ordinateur et nous, on est à côté. Et de temps en temps, ils me demandent « Mamie, on a une question pour toi qui est scientifique. » Vous voyez et parfois, c'est des questions qui n'ont rien à voir avec la science. Par exemple, le petit m'a dit « Maman, qui a inventé les gros mots ?» Tu vois. Oui. Mais c'est l'accompagnement. Oui. Et c'est pour ça que je dis « Maman, ne connaissait pas le français, mais elle connaissait un peu l'arabe.
mais elle était là présente. C'est pas être derrière ses enfants, c'est être présent. C'est la qualité, en fait. Voilà, c'est être présent, être à l'écoute. Alors, on parlait donc des freins, donc manque de confiance, etc. Est-ce que vous pensez que les inégalités qui sont encore présentes dans notre code de la famille, par exemple, jouent un rôle aussi? Et quelles sont un petit peu les inégalités aujourd'hui, parce qu'on sait que ce code va être réformé, quelles sont les inégalités qui vous révoltent encore, qui existent encore aujourd'hui au Maroc? Oui, bon, je ne suis pas spécialiste dans le domaine, mais je peux... En tant que femme, en tant que chercheur... Oui. Je peux dire que le mariage des mineurs, ça m'a toujours révolté. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il n'y a pas d'exception. Il faut être strict. Il y a ça. Il y a le problème d'héritage. Alors pourquoi le problème d'héritage est important? On nous dit, bon, la religion, mais alors pourquoi la Tunisie a changé ça? Alors le problème d'héritage, actuellement, les femmes au Maroc, nous avons 50% de femmes et 50% d'hommes. Donc notre pays a besoin des deux pour avancer. Ça, c'est clair et net. Ce n'est pas pour la femme. C'est un besoin au niveau économique. Et donc, la femme, généralement, et surtout dans les populations défavorisées, c'est la femme qui travaille pour toute la famille. Et après, elle reçoit. Alors, quand ceci a été inventé, c'était que l'homme, la femme ne travaillait pas. L'homme devait aider sa maman, sa femme et sa sœur. Actuellement, les hommes prennent le double et s'en vont. Ils ne font pas leur part d'obligation, en fait. Donc, les temps ont changé. Il faut quand même s'intégrer dans le monde actuel. C'est une nécessité, moi, je pense. Ce n'est même pas... c'est une injustice, en fait, qu'il faut réparer. C'est même pas... Le monde change. Il faut suivre l'évolution du monde. C'est un peu ça que je veux dire. Et jamais... Notre religion n'a été stricte, elle est très ouverte, elle est très tolérante. On a une religion extraordinaire. Et donc il faut... l'accompagner, il faut faire un jihad. Et on a quelque chose de philosophique. Tout à fait. Alors Raja, cette émission s'appelle Horat. C'est une question que je pose à tous mes invités. Qu'est-ce que, pour vous, la liberté et en quoi elle est importante dans l'exercice de vos fonctions, au sein de votre vie privée, en tant que citoyenne? Racontez-moi un peu, dites-moi qu'est-ce que ça signifie pour vous? Oui, alors pour la science, la liberté est relative pour les scientifiques. C'est-à-dire? Pourquoi? Parce qu'on n'a plus le scientifique qui travaille tout seul, écarté ou dans sa paillasse. Non, c'est des équipes maintenant. La recherche, la science est devenue mondiale. Elle est automatiquement internationale. Donc on a des équipes avec des règles. On a des collaborations nationales, des collaborations internationales. Donc, on peut choisir librement le domaine qui nous intéresse, mais après, il y a des règles. On n'a plus la liberté de faire ce qu'on veut. C'est quoi ces règles? Ces règles, quand vous rentrez dans une équipe, il y a une charte, il y a un règlement intérieur. Il faut rentrer d'une collaboration nationale, la même chose. Et il y a une collaboration c'est pas des freins? Pas du tout. Pas du tout. Au contraire... Quelle est la différence, justement, parce que... La différence, c'est quand on est scientifique, on va choisir ce qu'on aime, le domaine. Chacun aime un domaine précis. Mais par contre, une fois qu'on est dedans, ceci protège pour beaucoup de choses. Pour les publications, pour les brevets, pour le travail en commun. On ne peut plus travailler. C'est toujours des équipes grandes maintenant. On ne peut plus... Y compris au Maroc. Bien sûr, le Maroc est bien avancé. Il ne faut pas croire les gens au Maroc. Alors, le Maroc, si je parle des problèmes qu'on a, c'est surtout là, on a des universités publiques, privées, publiques sont les plus nombreuses. C'est un problème de gestion financière. C'est-à-dire que l'université marocaine publique est gérée comme un établissement public à un niveau économique. Alors que non, l'université doit être gérée, il faut changer la loi, doit être gérée comme un établissement public à caractère culturel, scientifique et professionnel. Et donc une gestion plus moderne, voilà. Plus rapide aussi. Oui, et surtout pour répondre au milieu socio-économique aussi. Si j'ai un industriel, il signe avec moi un contrat et que moi j'ai des problèmes de gestion interne, comment je vais répondre à son contrat? Donc ça, c'est le problème n'est pas l'argent, mais plutôt ce manque de réactivité et donc de liberté. Est-ce que vous pensez que les chercheurs devraient gérer eux-mêmes leur budget, quoi? Disons, chaque établissement de recherche doit avoir une comptabilité
précise. Et les chercheurs doivent avoir une aide dans cette comptabilité, et rapide, une gestion très rapide, ce qui n'est pas le cas. Et donc pour la liberté, pour revenir à la liberté dans son sens le plus classique, on va dire, qu'est-ce que pour vous une liberté? La liberté dans votre vie au quotidien Alors, on cherche la liberté pour s'épanouir, hein. C'est pas pour être heureux, pour s'épanouir. J'ai eu la chance de choisir le domaine que je voulais, d'aller à l'étranger parce que j'avais les rêves de tout jeune, ce qui est normal de voir qu'est-ce qui se passe. Et maintenant, je pense que c'est une formation pour tous les jeunes. Même petits, moi, j'ai envoyé mes enfants avec la jeunesse et les sports, notre ministère, pour aller voir ce qui se passe ailleurs, dans des colonies de vacances. C'est très important. C'est apprendre l'autonomie, en fait, aussi. Voilà. Et donc, moi, j'ai eu la chance de choisir, de voir ce qui se passe autour de moi, d'analyser, et aussi de choisir mon domaine, ma vie professionnelle et personnelle. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Et je remercie Dieu pour ça. En tout cas, Raja Cherkaoui, merci encore d'avoir accepté l'invitation de Horatz. Merci beaucoup, Donc, Aïcha, c'est très gentil. Voilà, écoutez, je suis très impressionnée par votre parcours. Je rappelle que vous êtes donc docteur en physique nucléaire et une grande chercheuse marocaine dans le top 50 des plus grands scientifiques au monde, avec une contribution majeure dans l'une des plus grandes découvertes de l'histoire de la physique, la preuve de l'existence du boson de Higgs. Vous êtes également membre résident permanent à l'Académie Hassan II des sciences et technologies du Maroc et membre actif de l'Académie africaine des sciences, et que vous militez pour la parité au sein dans le domaine de la science. En tout cas, merci encore. Je peux dire un dernier mot? Bien sûr. Alors, je voudrais quand même remercier tous les décideurs, nos ministères, les différents ministres, parce qu'une collaboration internationale, il faut l'accord de l'État, donc de notre ministre de tutelle, qui ont toujours été là, présents. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que grâce à leurs décisions, notre pays a évolué dans beaucoup de choses. Et ça, il faut le souligner, c'est important. Oui, absolument. Il faut toujours souligner les bonnes choses aussi. En tout cas, merci beaucoup, Raja, et j'espère qu'on aura l'occasion de vous recevoir à nouveau dans cette émission. Merci. Quant à vous, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, cette émission est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit. Bonne continuation des programmes sur M24.